France Insoumise, c'est un mouvement citoyen qui a démarré avec l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la candidature de l'élection présidentielle de 2017. Ce mouvement se veut complètement ouvert. Il a des groupes d'appui sur tout le territoire. Les groupes d'appui sont des structures autonomes qui comprennent entre 3 et 12 personnes en leur sein et qui sont reliés entre eux sans hiérarchie, sans pyramide départementale ni régionale, et qui peuvent travailler en autonomie ou en liaison, notamment l'Ariège avec la Bretagne ou Toulouse avec Marseille, s'ils le veulent. Il y a, vous avez raison, des Verts insoumis, des communistes insoumis, des gens du parti de gauche insoumis, des NPA insoumis, alors effectivement beaucoup de gens de gauche insoumis, mais aussi des non-encartés insoumis, et c'est d'ailleurs la majorité. Nous avons des syndicalistes insoumis, des associatifs insoumis. Comme je vous le dis, c'est vraiment un mouvement citoyen et populaire. Le constat de notre mouvement, c'est d'avoir relevé 4 urgences qui se présentent à nous. Une urgence sociale, une urgence climatique, une urgence de paix. Alors effectivement, l'urgence climatique, elle est portée par la transition écologique, la planification écologique que nous appelons de nos voeux. L'urgence sociale, elle est portée par 2 termes, protéger et partager. L'urgence démocratique, elle est portée par la 6e République. C'est le fait que les citoyens soient décideurs de leur avenir. Et l'urgence de paix, elle est portée par l'indépendance de la France, notamment vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis de l'Europe. C'est un plan de transition écologique pour aller notamment vers 100% d'énergie renouvelable entre 2017 et 2050. C'est sortir des énergies fossiles, pétrole, gaz de schiste et nucléaire, bien sûr. C'est un plan de prévention aussi, de lutte contre les maladies dues aux pollutions. Et c'est surtout nourrir effectivement nos enfants avec 100% de produits bio, notamment dans toutes les cantines scolaires de France. Nous avons là 4 éléments, mais cet élément n'est pas détaché de l'ensemble du programme. Notre programme s'appelle l'avenir en commun. Ces 4 urgences, démocratiques, sociales, climatiques et de paix, sont interdépendantes. Je vous prends un exemple sur la transition énergétique notamment. La transition énergétique, c'est notamment 900 000 emplois. Ces 900 000 emplois, c'est la garantie aussi, cette transition énergétique, de ne pas être liés par des accords économiques ou, plus grave, par des accords militaires. Mais c'est aussi, dans l'urgence démocratique, la constitutionnalisation d'une règle, la règle verte, que nous préférons notamment à une règle financière des 3%. Vous voyez, donc ce programme, sur une thématique, il est articulé de telle façon qu'on peut le penser global et local. Sur les services publics, le constat il est sans appel. On a une désertification de nos campagnes, notamment en termes de services publics. Et quand on regarde l'hôpital, notamment, là on a un énorme problème sur les hôpitaux ruraux. C'est dû complètement à la politique qui est menée en ce moment, notamment par l'ARS, la tarification à l'acte. Sur des hôpitaux ruraux de proximité, on doit sortir de la tarification à l'acte. Il faut revenir à la dotation globale. Il faut, je crois, engager carrément la responsabilité juridique des gens qui font ça, parce que la tarification à l'acte permet, pour ceux qui veulent fermer des hôpitaux notamment, de pouvoir montrer économiquement une non-viabilité d'un service. Et l'on fait là comme l'on fait dans le privé, c'est-à-dire qu'on saucissonne. On commence à montrer du doigt un service que l'on ferme, puis un autre service, et puis lorsqu'on commence à toucher à la maternité, là ça commence à être très grave, puis la chirurgie, et à la fin on montre qu'effectivement la structure dans son ensemble n'est plus viable, donc elle doit fermer et donc elle doit déménager, et que les services doivent se centraliser un peu plus loin, soit dans la capitale départementale, voire dans la capitale régionale. Donc là, effectivement, la France Insoumise n'est pas du tout dans cette optique. Elle est, à contrario, dans l'optique de relocaliser des services publics, d'empêcher les fermetures d'écoles, de casser la casse, notamment du service postal public. Tout ceci va passer de toute manière, si on le veut, par une mobilisation populaire. La première mobilisation populaire, elle va être dans les urnes, mais après, il faut continuer cette mobilisation populaire pour faire de nos hôpitaux des hôpitaux
avec une activité qui soit la même que celle qu'elle pourrait être à Toulouse ou dans d'autres métropoles, c'est-à-dire avec la même qualité de soins. Sinon, effectivement, il y a une responsabilité juridique qui est engagée, notamment celle de l'ARS. Ces déserts médicaux, si on parle de ces déserts médicaux, nous sommes pour certaines mesures coercitives, notamment sur l'installation des médecins. On pourrait imaginer rémunérer des étudiants en médecine 1 700 € contre un accord de leur implantation dans des zones médicales désertifiées, dans des maisons médicales ou autres, mais il y a moyen de faire ceci. Et ça n'est pas du collectivisme, parce qu'en Espagne ça existe, dans d'autres pays d'Europe ça existe, pourquoi ne le ferions-nous pas? Voilà. Et puis un service public dans des contrées comme les nôtres participe à l'activité économique et au lien social, à la cohésion sociale de nos territoires. Donc il faut absolument garder d'une part l'ampleur de nos services publics, les relocaliser et les faire grandir comme ils étaient au moins il y a une vingtaine ou une trentaine d'années auparavant. Pour nous, ce qui est important, c'est pas combien ça coûte, c'est qu'est-ce que ça rapporte en termes humains, en termes de santé. Pour moi, un enfant, c'est pas un budget, ce sont des enfants qui apprennent. Pour moi, un hôpital, c'est là où on soigne, c'est pas là où on paye. On appelle les gens les patients, pas des clients. Voilà, donc, si vous voulez, on a effectivement, là aussi, posé un plan de financement de tout ce que nous disons. Et nous sommes peut-être les seuls à avoir un plan de financement cohérent. Effectivement, il est keynésien, c'est ce que nous avons choisi comme politique économique. Nous avons une dépense totale de 173 milliards d'euros et des recettes qui sont évaluées à 190 milliards d'euros. Ça veut dire que lorsque nous décidons de rouvrir des services publics, l'argent, on peut aller le trouver. Si nous taxions juste le capital à hauteur du travail, nous aurions déjà une avance considérable en termes de finances. D'autre part, il y a des choses tout à fait humaines qui appellent une vertu économique. Si l'on payait les hommes et les femmes au même salaire, véritablement, nous n'aurions plus de problème pour financer la retraite à 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème économique, lui, ne se pose pas véritablement. Nous avons notamment des niches fiscales jusqu'à 38 milliards d'euros. Ces 38 milliards d'euros couvriraient beaucoup d'implantations de services publics dans les territoires isolés comme les nôtres. L'argent est là, il suffit de le redistribuer autrement, notamment en mettant en place une CSG progressive qui permettrait effectivement aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants de payer moins, et aux grandes entreprises de toute manière de payer, puisqu'avec leur cabinet d'optimisation fiscale, on n'a pas découvert, on le savait, mais maintenant c'est bien affiché qu'ils ne payent que 8% des taxes alors qu'ils devraient en payer 33%, comme chaque entreprise en France. Donc vous voyez, il y a tout un moyen de pouvoir financer ce que nous proposons, juste en posant le mot partage. C'est-à-dire en partageant les charges et les richesses. Il y a le plafonnement des salaires, il y a notamment des développements, l'augmentation du SMIC, qui va appeler une consommation, qui va appeler un cercle vertueux. Donc à partir de ce moment-là, je me répète peut-être, mais le coût du service public n'est pas un problème. Le financement, nous saurons le trouver. Aujourd'hui, l'Europe que nous connaissons n'est pas celle que nous voulons. Tout simplement. Donc aujourd'hui, il faut sortir des traités européens. C'est clair, net, précis. Il faut sortir des traités européens. On ne peut pas être dans une Europe qui n'est même plus une Europe économique, mais qui est une Europe financière. Une Europe qui interdit par deux de ses articles une harmonisation fiscale et une harmonisation sociale. Donc, nous voulons effectivement une Europe, mais une autre Europe. Une Europe qui tienne compte des populations, de la citoyenneté d'une part, et puis une Europe égalitaire, solidaire. C'est cette Europe-là qu'on appelle de nos voeux, pas celle qui existe en ce moment. Alors vous avez pu voir que nous avons deux plans, un plan A, un plan B.
Le plan B, effectivement, c'est la sortie de l'Europe. Le plan A, c'est de négocier avec nos partenaires. Et le premier des partenaires, le plus important des partenaires, étant l'Allemagne. De négocier avec l'Allemagne et de dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec les mesures qui sont prises en ce moment, et comment est dirigée l'Europe, et quelles sont les politiques appliquées et imposées aux nations européennes. Donc, nous voulons changer les règles du jeu. Êtes-vous d'accord ? À mon avis, la France étant quand même un grand partenaire au sein de l'Europe, c'est 18% du PIB européen, nous allons être écoutés. Mais si nous ne sommes pas écoutés, eh bien, effectivement, il faudra sortir de l'Europe, à choisir entre les citoyens et l'Europe des capitaux. Nous allons choisir les citoyens, bien sûr. Notre boulot, c'est déjà de venir vous voir, merci de nous recevoir, et ensuite, surtout, d'aller rencontrer les citoyens. Nous rencontrons beaucoup de gens dans tous les domaines d'activité, agriculteurs, des élus locaux, des instituteurs, des commerçants, des précaires, des artistes, tout ce qui fait société, puisque nous, ce que nous portons, notre programme, il s'appelle « L'avenir en commun ». Donc dans le commun, il y a tout le monde. Il y a tous les gens qui sont arrivés d'ailleurs, il y a tous les gens qui exercent l'activité qu'ils souhaitent exercer et qu'ils désirent exercer dans le lieu où ils vivent. Tous ces gens-là, il faut les rencontrer. Et puis, il y aura effectivement des réunions publiques sur des thématiques tout à fait précises. Il y aura des cafés, des débats citoyens. Mais le plus important, effectivement, je vous l'avoue, c'est de rencontrer les gens parce que ce programme, il a été construit avec les gens que nous rencontrons. 30 000 contributions sur un an a fait que ce programme peut exister. Maintenant, il est sorti au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Il sera toujours amendable parce que l'actualité, elle, change de jour en jour. Et donc, pour l'amender, il faut aller à la rencontre des citoyens qui, eux, sont connaisseurs de leur activité. Lorsqu'on va parler agriculture, moi je préfère aller voir un agriculteur plutôt qu'un technocrate. Pour parler d'éducation nationale, il me paraît intéressant d'aller voir une institutrice ou un instituteur plutôt que le recteur de l'académie. Voilà, c'est comme cela que nous proposons de faire campagne. Oui. La terre d'Ariège est insoumise et la terre d'Ariège, c'est une terre de rencontre. Moi, je suis arrière-petit-fils de montreur d'ours. Et donc, comme tout bon Nercéen qui se respecte, je suis allé faire un petit tour à New York. Et donc, on a tous immigré, on est revenus, on est partis. Mon autre famille est du Nord. Elle a subi les bombardements de 1914, ceux de 1940. Elle est descendue, remontée. Et on a la chance d'avoir ici nos amis espagnols. Enfin, la chance, je m'entends. Ils sont là parce qu'ils ont vécu une retirada. Donc, vous voyez, c'est un carrefour des peuples insoumis. Et c'est pour ça que notre discours, lui, est reçu et apprécié. Et nous l'enrichissons chaque jour. Et quoi qu'il arrive, Ingrid et moi en sortirons grandis de cette expérience, de la rencontre de toutes ces personnes qui, dans leur domaine, essayent d'avancer. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons rencontré un agriculteur bio de Saint-Kirk qui nous disait, voilà, en bio, moi je sais faire, et les agriculteurs s'ils se sont mis en bio, c'est pas forcément parce que par déontologie ou des choses comme ça, c'est surtout parce que les produits qu'on leur demandait de mettre dans leur champ nuisaient fortement à leur santé, et effectivement certains ont contracté des cancers ou autres graves maladies, et ils sont passés en bio. Puis derrière, ils ont découvert des vertus. C'est-à-dire qu'en bio, on peut faire de l'emploi, on peut faire de la cohésion sociale. Et lorsqu'ils ont découvert ça, ils ont dit, donc effectivement, nous allons rester sur nos territoires. Alors, c'était déjà quelque chose de plutôt sympathique pour eux. Puis derrière, on leur a dit, bon, maintenant, on va faire des énergies renouvelables, on va vous mettre des éoliennes. Pourquoi pas ? Des éoliennes, pourquoi pas? Combien? 23. Mais combien, on en aurait besoin de combien? 6 ou 7. Donc c'est pas 23. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, les gens qui posent les éoliennes, quelque chose de plutôt sympathique, vont faire de quelque chose de sympathique, c'est-à-dire de développement d'énergie renouvelable, quelque chose de nuisible. Eh bien ces gens-là qui sont agriculteurs ont dit, nous ne voulons pas ça. Ils ont monté une association citoyenne, locale, et ont demandé à Engie de gérer avec eux la mise en place de ces éoliennes
pour éviter des confrontations qui empêcheraient Engie de pouvoir produire sereinement leur électricité. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. Et quand je vois effectivement ce genre de processus, je me dis qu'effectivement, l'Ariège est insoumise et que les citoyens se prennent en main. Ils ne se plaignent plus, ils agissent. Et là, je prends beaucoup de leçons de choses, personnellement.